Sophie fixait l'écran de son téléphone, les doigts tremblants. Alors qu'une photo anonyme circulait dans tout le lycée, elle, enlacée avec Léa dans les vestiaires, leurs lèvres presque jointes. Le lendemain matin, sa mère, furieuse, claqua la porte de sa chambre en hurlant qu'elle ne tolérerait pas une telle honte, menaçant de la déshériter si elle ne rompait pas immédiatement avec cette mauvaise influence. Sophie, l'élève modèle de terminale au lycée Victor Hugo à Paris, sentit son monde s'effondrer en une seconde, se demandant comment une simple embrassade volée avait pu déclencher un ouragan familial. Dès ce jour fatidique, Sophie se réveilla avec une boule au ventre. Elle avait toujours été la fille parfaite, notes impeccables. Présidente du club de débat. Volontaire pour toutes les activités extrascolaires. Sa famille, issue de la bourgeoisie parisienne, attendait d'elle qu'elle suive les traces de son père, un avocat renommé, et intègre une grande école comme Sciences Po. Mais Léa était entrée dans sa vie comme un tourbillon imprévu. Léa, la rebelle du lycée, avec ses piercings, ses absences répétées et ses graffitis contestataires sur les murs des toilettes. Elle s'était rencontrée lors d'un projet de groupe en littérature, où Sophie avait dû corriger les fautes de Léa. Et de fil en aiguille, une amitié inattendue s'était nouée. Au début, c'était innocent, des discussions tardives sur les bancs du parc des Buttes-Chaumont. Des rires partagés sur les injustices sociales que Léa dénonçait avec passion. Sophie, élevée dans un cocon conservateur, découvrait un monde nouveau à travers les yeux de Léa, qui venait d'un quartier populaire de la banlieue nord, élevée par une mère célibataire travaillant comme infirmière. Léa parlait de liberté, de droits des minorités, de l'hypocrisie des normes sociétales. Sophie, fascinée, se surprenait à questionner ses propres certitudes. Puis, un soir pluvieux après une répétition de théâtre, Léa avait pris sa main. Et tout avait basculé. Leur premier baiser, sous un abribus désert, avait été comme une révélation pour Sophie, un mélange de peur et d'euphorie qu'elle n'avait jamais ressenti avec les garçons que sa mère lui présentait. Mais maintenant, avec cette photo qui circulait, le secret était éventé. Au lycée, les murmures commençaient. Sophie marchait dans les couloirs, sentant les regards peser sur elle. « C'est vrai que t'es avec la pinquette », chuchota une camarade lors du cours de maths. Sophie feignit l'indifférence. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Comment avait-on pu les photographier? Était-ce un élève jaloux? Ou pire, quelqu'un de sa propre famille? Elle décida de confronter Léa à la pause déjeuner. Assise sur un banc isolé dans la cour, Léa haussa les épaules avec son habituel détachement. Et alors? On s'en fout des ragots. C'est notre vie. Mais Sophie, les larmes aux yeux, répliqua, pour toi. Peut-être. Mais ma mère va me tuer. Elle dit que c'est une phase. Que je dois arrêter avant que ça ruine mon avenir. Léa posa une main sur son épaule. Son regard durcissant. Ton avenir? Ou celui que tes parents ont tracé pour toi? La tension montait. Ce soir-là, à la maison, le dîner fut un champ de bataille. Son père, habituellement silencieux, prit la parole. Sophie, nous t'avons élevée avec des valeurs. Cette relation n'est pas acceptable. Pense à ta réputation. À notre nom. Sa mère ajouta.
Les yeux rougis, j'ai déjà appelé le proviseur. Il va enquêter sur cette photo. Sophie sentit une vague de trahison l'envahir. Comment sa propre mère pouvait-elle la dénoncer ainsi? Elle quitta la table en claquant la porte, se réfugiant dans sa chambre pour envoyer un message à Léa. Je ne sais plus quoi faire. La réponse arriva vite, viens chez moi. On en parle. Sophie hésita. Mais le besoin de se sentir comprise l'emporta. Elle s'échappa par la fenêtre, prenant le métro vers la banlieue. Chez Léa. L'appartement était modeste, rempli de posters militants et de livres usés. La mère de Léa, une femme fatiguée mais chaleureuse, les laissa seuls. Assise sur le lit, Léa serra Sophie dans ses bras. Ils ne comprennent pas. Mais on peut lutter ensemble. Pour la première fois, Sophie se confia vraiment, sur la pression constante d'être parfaite. Sur le vide qu'elle ressentait avant de rencontrer Léa. Elles parlèrent jusqu'au petit matin. Et Sophie rentra chez elle à l'aube, déterminée à affronter sa famille. Mais en poussant la porte, elle trouva ses parents éveillés. La police appelée pour disparition. Où étais-tu? Hurla sa mère. Sophie. Épuisée. Avoua, chez Léa. Le silence qui suivit fut assourdissant. Son père secoua la tête, c'est fini. Tu ne la reverras plus. Sophie sentit son cœur se briser. Mais une étincelle de rébellion naissait en elle. Les jours suivants furent un tourbillon de confrontations. Au lycée, le proviseur convoqua Sophie et Léa séparément. Cette photo est inacceptable. Nous ne tolérons pas les comportements qui perturbent l'ordre. Sophie défendit leur relation, c'est privé. Pourquoi nous punir pour qui nous aimons? Mais le proviseur, un homme conservateur, insista, pensez à l'image de l'établissement. Léa, de son côté, fut plus virulente, accusant l'école d'homophobie. Résultat, suspension pour Léa. Avertissement pour Sophie. Les rumeurs enflèrent, divisant les élèves en camps, ceux qui soutenaient le couple, organisant une pétition pour les droits LGBT, et ceux qui les jugeaient, relayant des insultes anonymes. Sophie, autrefois populaire, se sentait isolée. À la maison, la pression s'intensifiait. Sa mère l'inscrivit à des séances chez un psychologue, prétendant que c'était une confusion adolescente. Sophie y alla à contre-cœur. Mais le thérapeute, neutre, l'encouragea à explorer ses sentiments. Est-ce vraiment une phase? Demanda-t-il. Sophie secoua la tête, non. C'est réel. Pourtant, le doute s'insinuait. Et si sa famille avait raison? Et si cela ruinait ses rêves d'études supérieures? Léa, quant à elle, organisait des manifestations discrètes avec des amis militants, distribuant des flyers sur l'égalité. On ne se cache plus, dit-elle à Sophie lors d'un rendez-vous clandestin dans un café. Sophie acquiesça. Mais son cœur battait la chamade. Un soir, après une dispute violente avec ses parents, Sophie fit un choix impulsif, elle emballa un sac et partit chez Léa. Je reste ici, déclara-t-elle. Léa l'accueillit avec joie. Mais sa mère fronça les sourcils, c'est risqué. Les filles. Les familles ne pardonnent pas facilement. Sophie ignora l'avertissement, savourant la liberté temporaire. Elles passèrent des nuits à planifier leur avenir, rêvant d'un Paris tolérant où elle pourrait être elle-même. Mais la réalité rattrapa vite,
les parents de Sophie déposèrent une plainte pour fugue, forçant Léa à la convaincre de rentrer. Pas comme ça. On doit être plus maligne. Sophie rentra, feignant le repentir. Mais intérieurement, elle ourdissait un plan pour affirmer son identité. Le retour de Sophie chez elle fut tendu, comme une trêve fragile avant la tempête. Ses parents l'accueillirent avec des regards froids, imposant des règles strictes, plus de sorties sans permission, téléphone surveillé, et interdiction formelle de contacter Léa. Sophie obéit en surface. Excellant toujours en classe pour maintenir les apparences. Mais en secret, elle communiquait avec Léa via une application cachée. Ils ne nous sépareront pas, écrivait-elle. Léa répondait avec des messages enflammés, on va leur montrer qu'on est forte. Mais la distance imposée creusait un fossé, amplifiant les doutes de Sophie. Était-ce vraiment de l'amour? Ou juste une rébellion contre son éducation rigide? Au lycée, la division s'accentuait. Un groupe d'élèves progressistes, inspiré par Léa, lança une campagne en ligne pour sensibiliser à la discrimination. Des posts sur les réseaux sociaux montraient des cœurs arc-en-ciel avec le slogan « Amour sans frontières ». Sophie, anonyme, liquait ses publications, mais n'osait pas s'impliquer ouvertement. De l'autre côté, des conservateurs, influencés par des parents influents, organisaient des réunions pour protéger les valeurs traditionnelles. Une professeure d'histoire, Madame Duval, prit Sophie à part, je sais ce que tu traverses. J'ai vécu quelque chose de similaire il y a 20 ans. Batte-toi. Mais sois prudente. Ces mots réconfortèrent Sophie, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. Pourtant, la pression familiale atteignit un pic lors d'un dîner avec des oncles et tantes. Sa mère, feignant la normalité, vanta les mérites de Sophie. Mais un cousin malicieux lâcha, j'ai vu la photo. C'est vrai? Cette histoire avec la fille? Le silence tomba comme une lame. Son père rougit de colère, c'est du passé. Sophie a compris. Mais Sophie, bouillonnant intérieurement, explosa, non. Ce n'est pas du passé. J'aime Léa. Et vous ne pouvez pas me forcer à changer. La table se figea. Sa mère éclata en sanglots, tu nous détruis. Sophie. Pense à ton petit frère. À ce qu'il entendra à l'école. Sophie quitta la pièce, le cœur lourd de culpabilité. Avait-elle le droit d'imposer sa vérité au prix de la paix familiale? Léa, de son côté, affrontait ses propres démons. Sa suspension levée, elle revenait au lycée avec une détermination accrue. Mais sa mère la mettait en garde, cette relation te met en danger. Les riches comme les parents de Sophie ont du pouvoir. Léa balayait ses craintes. Mais au fond, elle craignait que Sophie ne craque sous la pression. Elles se virent en secret dans un parc éloigné, où Léa proposa, partons ensemble après le bac. On ira à Montpellier? Loin de tout ça. Sophie hésita, et mes études? Mes rêves? Léa soupira, tes rêves? Ou ce qu'on t'a imposé? Leur discussion tourna à la dispute. Révélant des failles, Sophie accusait Léa d'être trop impulsive. Léa reprochait à Sophie sa peur du conflit. Elles se séparèrent fâchées. Mais un message d'excuse scella leur réconciliation. La tension culmina lors d'une assemblée scolaire sur la diversité. Léa, invitée à parler par le club LGBT naissant, monta sur scène, l'amour n'a pas de genre.
Pourquoi nous punir pour qui nous sommes? La salle applaudit. Mais des huées s'élevèrent. Sophie. Dans le public. Sentit son pouce accélérer. Lorsque Léa la pointa du doigt, Sophie. Joins-toi à moi, elle se leva. Tremblante. Et marcha vers la scène. Main dans la main. Elles affrontèrent les regards. Ce moment de bravoure fit la une des réseaux du lycée, mais attira l'attention des médias locaux. Un article dans Le Parisien titra « Scandale au lycée Victor Hugo, 2 élèves défient les normes ». Les parents de Sophie, furieux, la confrontèrent. « Tu as humilié la famille. Son père menaça, si tu continues, on t'envoie en internat. » Sophie, larmes aux yeux, répliqua, « Alors envoyez-moi. Je ne renoncerai pas à moi-même. » Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Sophie réfléchit au choix qui s'offrait à elle. Renoncer à Léa pour préserver la paix familiale? Ou persister au risque de tout perdre? Elle choisit la seconde option, contactant une association LGBT pour des conseils. « Vous avez des droits », lui dit une conseillère. Encouragée, Sophie organisa une rencontre secrète avec Léa et des amis solidaires pour planifier une manifestation plus grande. Mais un traître parmi eux, un élève jaloux de la popularité naissante du couple, alerta les parents de Sophie. Le lendemain, son père l'attendait avec un ultimatum, « Choisis, ta famille ou cette fille. » Sophie, le cœur serré, répondit, « Je choisis l'amour. » Elle quitta la maison, sac sur l'épaule, vers l'inconnu. Chez Léa, l'accueil fut chaleureux. Mais la réalité frappa vite. Vivre ensemble dans un petit appartement signifiait affronter la précarité. Léa travaillait à mi-temps dans un bar pour aider sa mère. Et Sophie, privée de soutien financier, dut chercher un job. On s'en sortira, assurait Léa. Mais les disputes éclataient, sur l'argent, sur les études, sur les appels manqués de la famille de Sophie. Un soir, après une querelle sur l'avenir, Sophie confia, « J'ai peur d'avoir tout sacrifié pour rien. » Léa la serra, « Pas pour rien. Pour nous. » Leur lien se renforçait dans l'adversité. Mais les ombres du doute persistaient. Au lycée, l'absence de Sophie alimenta les ragots. Léa, isolée, affronta des harcèlements, notes anonymes dans son casier, regards hostiles. Elle tint bon, organisant des ateliers sur la tolérance. Mais un incident majeur survint, lors d'une manifestation devant l'école. Un groupe conservateur contre-manifesta, menant à une altercation. Léa fut poussée, tombant au sol, et Sophie, alertée, accourut. Voyant Léa blessée, Sophie explosa de rage, confrontant les agresseurs. La police intervint, et les 2 filles furent interrogées. Ce soir-là, de retour chez Léa, elles réalisèrent la gravité. « On ne peut pas continuer comme ça, » murmura Sophie. Léa acquiesça, « Peut-être qu'on doit faire une pause ?» Pour réfléchir. Le mot « pause » frappa Sophie comme un coup de poignard. Était-ce le début de la fin? La pause proposée par Léa pesa comme un fardeau sur Sophie. Elles décidèrent de ne plus se voir pendant 2 semaines. Le temps de calmer les esprits et de réfléchir à leur relation. Sophie, hébergée temporairement par une amie du club LGBT, passa ses nuits à ressasser les événements. Elle relisait les messages de sa mère, « Reviens ? On peut discuter. » Mais la fierté l'empêchait de céder.
Au travail. Dans une librairie du Marais. Elle rencontrait des clients ouverts d'esprit qui partageaient leurs histoires de coming out. Ça prend du temps. Mais la famille finit par accepter, lui dit un homme âgé. Sophie espérait. Mais le doute la rongeait, avait-elle été trop hâtive en quittant tout? Léa, de son côté, luttait contre ses propres démons. Seule avec sa mère, elle affrontait la réalité financière, les factures s'accumulaient. Et sans Sophie, l'appartement semblait vide. Elle reprit contact avec d'anciens amis militants, participant à des réunions sur les droits queer. Tu es forte, Léa, lui dit une activiste. Mais intérieurement, elle se questionnait, était-elle responsable du chaos dans la vie de Sophie? Avait-elle poussé trop fort? Un soir, elle craqua et appela Sophie, tu me manques. Elles parlèrent des heures, réaffirmant leur amour, mais décidèrent de prolonger la pause pour solidifier leur base. La reprise des cours amplifia les tensions. Sophie revint au lycée, logée chez son amie, et affronta les regards. Ses notes chutaient légèrement, reflet de son tumulte intérieur. Lors d'un conseil de classe, le proviseur nota, Sophie, ton comportement récent inquiète. Pense à ton bac. Elle hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Léa, évitant Sophie dans les couloirs, se concentrait sur ses propres examens, tout en menant une campagne discrète pour une charte anti-discrimination à l'école. Leurs amis communs tentaient de les réconcilier, vous êtes faites l'une pour l'autre. Mais les blessures étaient fraîches. Un tournant survint lorsque la mère de Sophie contacta Léa directement. Rencontrons-nous, proposa-t-elle lors d'un appel surprise. Léa, méfiante, accepta un rendez-vous dans un café neutre. Assise face à face, la mère de Sophie pleura, tu as détruit ma fille. Léa, calme, répliqua, non. Je l'aime. C'est la société qui nous détruit. La discussion vira à l'échange honnête, la mère confia ses peurs, issue d'une éducation catholique stricte. Et Léa parla de sa propre coming out à 15 ans. Donnez-lui du temps, conclut Léa. Cette rencontre planta une graine de compréhension, mais pas de résolution immédiate. Sophie, apprenant cela, fut furieuse contre Léa. Pourquoi as-tu accepté? Elles se disputèrent au téléphone, révélant des insécurités profondes. Sophie accusait Léa de trahison. Léa rétorquait que c'était pour leur bien. La pause se transforma en rupture temporaire, amplifiant la douleur. Sophie, dévastée, se tourna vers le psychologue familial, avouant, j'aime Léa. Mais le prix est trop élevé. Le thérapeute posa, quel prix es-tu prête à payer pour être toi-même? Cette question hanta Sophie, la poussant à réévaluer ses priorités. Au milieu de ce chaos, un événement externe secoua tout, une loi sur l'égalité des droits fut débattue à l'Assemblée nationale, inspirant une grande manifestation à Paris. Léa y participa, brandissant une pancarte « Amour pour tous ». Sophie, hésitante, la rejoignit anonymement dans la foule. Leurs regards se croisèrent au milieu des champs, et elles se retrouvèrent, s'embrassant passionnément. « Je ne peux pas vivre sans toi », murmura Sophie. Elles rentrèrent ensemble, décidant de reconstruire. Mais la joie fut de courte durée, les parents de Sophie, informés par un ami, envoyèrent un avocat pour menacer de poursuites si Sophie ne rentrait pas.
Tu es mineure jusqu'au bac, rappela son père. Sophie, âgée de 18 ans depuis peu, répliqua, je suis majeure. C'est ma vie. La confrontation familiale eut lieu dans un restaurant. Neutre. Sophie, soutenue par Léa à distance via message, affronta ses parents. Pourquoi ne pouvez-vous pas accepter, demanda-t-elle. Sa mère répondit, parce que c'est contre nature. Contre Dieu. Sophie, larmes aux yeux, raconta son parcours, la découverte de soi. L'amour vrai. Son père. Ému. Adouci, on t'aime. Mais c'est dur. La soirée se termina sur une note ambiguë, pas de réconciliation, mais une porte entr'ouverte. Sophie rentra chez Léa. Épuisée mais résolue. Les semaines suivantes furent marquées par des progrès lents. Au lycée, la charte antidiscrimination fut adoptée. Grâce aux efforts de Léa. Sophie reprit ses notes, équilibrant amour et études. Mais un nouveau conflit surgit, Léa reçut une offre de stage militant à Lyon, loin de Paris. C'est une opportunité, dit-elle. Sophie paniqua, et nous? La décision pesait, suivre Léa ou rester pour ses examens? Léa choisit de refuser, priorisant leur relation. Mais cela créa du ressentiment. Ne sacrifie pas pour moi, dit Sophie. Léa répliqua, c'est un choix. Pas un sacrifice. Leur lien, forgé dans le feu, montrait des fissures. Un soir, lors d'une fête clandestine organisée par des amis, les tensions explosèrent. Sophie, stressée par le bac approchant, accusa Léa de la distraire. Léa, blessée, partit en claquant la porte. Sophie la poursuivit dans les rues nocturnes de Paris, criant « Ne me laisse pas !» Elles se réconcilièrent sous la tour Eiffel illuminée, jurant de communiquer mieux. Mais le lendemain, un appel de la mère de Sophie changea tout, ton père est à l'hôpital. Crise cardiaque. Sophie accourut, rongée par la culpabilité. Était-ce sa faute? À l'hôpital? Son père murmura, reviens à la maison. Sophie, déchirée, accepta temporairement, laissant Léa seule. Le séjour de Sophie chez ses parents, sous prétexte de soutenir son père convalescent, fut un exercice de duplicité. Elle aidait à la maison, feignant la normalité, mais contactait Léa en secret. C'est temporaire, assurait-elle. Léa, compréhensive au début, devint impatiente, combien de temps vas-tu jouer ce jeu? La distance émotionnelle grandissait. Amplifiée par les manipulations subtiles de sa mère, vois comme c'est paisible sans elle. Sophie résistait. Mais le confort familial ébranlait sa résolution. Au lycée, Léa affrontait la solitude. Sans Sophie, les harcèlements reprenaient, et elle se repliait sur elle-même. Une nouvelle amie, une militante nommée Camille, l'approcha, tu mérites mieux que d'attendre. Léa refusa les avances. Loyale. Mais le doute s'installa. Et si Sophie choisit sa famille, confia-t-elle à sa mère. Celle-ci conseilla, protège-toi. Léa, pour la première fois, envisagea une vie sans Sophie, explorant des opportunités universitaires à l'étranger. Sophie, sentant le fossé, força une rencontre clandestine. Dans un musée désert, elles se disputèrent, tu me laisses tomber, accusa Léa.
Sophie pleura, je gère une crise familiale. Elles se séparèrent amères. Mais un message de réconciliation suivit. Pourtant, la confiance était érodée. Sophie, chez le psychologue, explora ses conflits internes, amour vs. devoir filial. Choisir l'un n'exclut pas l'autre, dit le thérapeute. Inspirée, Sophie tenta un dialogue ouvert avec ses parents. Acceptez Léa. Ou perdez-moi. Son père. Affaibli. Acquiesça vaguement, on essaiera. Sa mère résista. Mais céda un peu. Le bac approchait. Ajoutant du stress. Sophie excellait. Mais Léa luttait. Distraite par les événements. Elles se soutinrent mutuellement via appel. Reconstruisant lentement. Un week-end, Sophie invita Léa à la maison pour un dîner de paix. Nerveuse, Léa accepta. La soirée fut tendue, questions polies. Regard scrutateur. La mère de Sophie posa, « Quelles sont tes intentions ?» Léa répondit honnêtement, « Aimez votre fille. » Le père intervint, « Donnons-leur une chance. » Ce fut un pas en avant, mais pas une victoire. Cependant, une trahison surgit, Camille, jalouse, répandit des rumeurs sur Léa flirtant avec elle. Sophie, apprenant cela, confronta Léa, c'est vrai? Léa nia. Mais la graine du doute était plantée. Elles se disputèrent violemment, Léa accusant Sophie de manque de confiance. Après tout ce qu'on a traversé, Sophie, blessée, rompie, peut-être qu'on n'est pas faite pour ça. Léa partit en larmes, laissant Sophie effondrée. Seule, Sophie réfléchit à ses choix. Avait-elle sacrifié trop? Elle se tourna vers des amis, qui la conseillèrent de pardonner. Léa, de son côté, affronta Camille, obtenant des excuses, mais le mal était fait. Elle envoya une lettre à Sophie, « Je t'aime, mais je ne peux plus lutter seule. » Sophie, lisant cela, réalisa son erreur et courut chez Léa. Elles se réconcilièrent, plus fortes, jurant de ne plus laisser les extérieurs les diviser. Avec le bac passé, l'été apporta du répit. Sophie et Léa partirent en vacances chez une tante tolérante en Provence, savourant leur liberté. Mais à leur retour, une nouvelle épreuve, les résultats universitaires. Sophie fut acceptée à Sciences Po, Léa à une fac locale. On reste à Paris, décida Léa, sacrifiant une meilleure offre. Sophie protesta, ne fais pas ça pour moi. Mais Léa insista, pour nous. Leur relation évoluait, équilibrant sacrifices mutuels. La famille de Sophie progressait lentement, invitation occasionnelle à Léa. Conversation maladroite. Pourtant, des tensions persistaient. Lors d'une fête de famille, un oncle fit une remarque homophobe. Sophie défendit Léa, quittant la soirée. Je suis fière de toi, dit Léa plus tard. Ces moments renforçaient leur lien, mais soulignaient le chemin restant. À l'approche de la rentrée universitaire, un dernier conflit émergea. La mère de Sophie proposa de financer les études si Sophie réfléchissait à sa relation. Sophie refusa, l'argent n'achète pas mon identité. Ce choix scella son indépendance, mais la laissa précaire financièrement. Léa et elle emménagèrent ensemble dans un studio minuscule, affrontant la vie adulte.
On y arrive, se disait-elle. Mais les factures et la fatigue testaient leur résilience. Les premiers mois à l'université furent un mélange d'euphorie et de défis. Sophie, à Sciences Po, excellait dans les débats sur les droits humains, inspirée par son vécu. Léa, en sociologie, militait activement, organisant des événements queer. Leur studio devint un havre, mais les disputes sur les tâches ménagères et l'argent révélaient des différences. Sophie organisée, Léa chaotique. On grandit ensemble, disait-elle pour se réconforter. La famille de Sophie maintenait un contact distant, appels sporadiques, cadeaux pour les fêtes. Son père, remis, exprima un regret, j'aurais dû t'écouter plus tôt. Sa mère, plus lente, envoya un message, viens dîner avec Léa. Ce fut une soirée awkward, mais un progrès. Sophie réalisa que la guérison prenait du temps, et que ses choix avaient forcé une évolution. Pourtant, un ultime test survint, Léa reçut une proposition pour un échange étudiant à Berlin. C'est une chance unique, dit-elle. Sophie, paniquée, argumenta, et nous? Elles débattirent des nuits entières, rester ensemble ou poursuivre des rêves individuels? Léa choisit de partir, promettant, c'est temporaire. Notre amour survivra. Sophie, dévastée, accepta. Mais le départ fut déchirant. À l'aéroport, elles s'embrassèrent, reviens-moi. Seule à Paris, Sophie affronta la solitude, se jetant dans ses études et un job à temps partiel. Elle rejoignit un groupe de soutien LGBT, partageant son histoire. L'amour vrai endure, lui dit une mentor. Léa, à Berlin, envoyait des vidéos quotidiennes, mais la distance amplifiait les insécurités. Un soir, Léa confia, j'ai rencontré quelqu'un qui me comprend. Sophie, jalouse, explosa, c'est fini? Léa nia, non. Juste une amie. Mais la confiance vacilla. Après des mois tendus, Léa rentra pour les vacances. Leurs retrouvailles furent passionnées, effaçant les doutes. Je ne partirai plus, jura Léa. Elles décidèrent de s'engager plus profondément, planifiant un avenir commun, études, carrière, peut-être un mariage un jour. La famille de Sophie, voyant leur résilience, s'adoucit enfin. Sa mère admit, je me suis trompée. Ce fut une victoire amère, payée au prix de blessures durables. Des années plus tard, Sophie et Léa, diplômées, vivaient ensemble à Paris. Sophie travaillait comme avocate pour les droits humains, Léa comme activiste. Leur relation, forgée dans le feu, inspirait d'autres. Mais les cicatrices restaient, relations familiales fragiles, amis perdus, opportunités manquées. Elle se demandait souvent si les choix avaient valu la peine. Était-ce la bonne décision de tout risquer pour leur amour? Ou aurait-elle dû céder aux pressions sociétales pour une vie plus tranquille?